Alors, dans les facteurs de risque exogène de la maladie, on utilise ce que je vous disais tout à l'heure, le rapport d'incidence standardisé, c'est-à-dire c'est le nombre observé sur le nombre prévu de nouveaux cas dans une région donnée sur une période déterminée. Et le nombre prévu, il est fondé sur les taux spécifiques en fonction de l'âge pour la région étudiée sur la même période. Et si on prend par exemple le cas de la SLA chez les footballeurs italiens, donc sur la période 1970-2006, on aurait normalement attendu dans ce groupe, en fonction de l'âge, de la tranche d'âge, on aurait attendu 1,24 cas. Et on a observé 8 cas, ce qui fait un rapport, un SMR de 6. Et si on regarde la période 80-2006, normalement on aurait dû avoir 0,2 cas, on en a observé 4, ce qui fait un rapport de 20. Alors après, ils ont regardé en fonction du nombre, parce que c'est pas le tout de dire si vous êtes professionnel, mais vous jouez 6 mois et qu'après vous arrêtez, en termes de plausibilité, c'est pas terrible. Donc ils ont regardé ceux qui avaient moins de 5 ans d'expérience ou plus de 5 ans, et on voit que quand ils ont plus de 5 ans, le SMR est à 15,6. Alors après, ils ont regardé le nombre d'années de professionnels, la position, est-ce que c'est des milieux de terrain, est-ce que c'est des arrières ou c'est des avant-centres. Ils ont regardé l'âge de début de la maladie, et vous voyez qu'ils ont tous débuté, il y a des petites différences quand même, hein. Ils ont débuté, le plus jeune avait 33 ans et le plus âgé 56 ans. Et ils ont regardé où ça débutait. C'est vrai qu'on a une prédominance de sièges à l'étage bulbaire. Voilà. Donc là, vous mettez en évidence une association entre la pratique du football chez des professionnels et le risque de survenue de la maladie. Par contre, vous ne pouvez pas dire que c'est parce qu'ils jouent au football et qu'ils sont professionnels qu'ils ont développé la maladie. Donc, il faut évidemment se poser des hypothèses de travail quand vous avez ce type d'études. D'abord, on peut se dire, et ça a été fait, est-ce qu'on est capable de le répliquer soit dans d'autres pays, donc pour le football, soit est-ce qu'on peut le comparer à d'autres sports, éventuellement le rugby, éventuellement le cyclisme, le basket. Alors ça a été fait par exemple sur le cyclisme, mais ils n'ont pas du tout retrouvé la même chose que dans le football. Donc la pratique du sport à un haut niveau est-il un facteur de risque ? On a envie de dire non parce qu'on ne l'a pas démontré pour les autres sports. Quel est le rôle des micro-traumatismes ? Est-ce que c'est les micro-traumatismes répétés au cours du football qui jouent un rôle ? Est-ce que c'est l'utilisation de substances illicites ? Mais enfin, on pourrait quand même penser que les cyclistes sont quand même assez bien placés dans ce genre, et que si on n'observe pas de pic d'incidence chez les cyclistes, le dopage, c'est point d'interrogation. Et puis après, on s'est dit, mais est-ce que les footballeurs ils sont soumis à des facteurs environnementaux tels que les herbicides, le fait qu'ils tombent, le fait qu'il y ait des coups de tête répétés, voilà. Est-ce que ça joue un rôle ? C'est des questions qui ne sont pas résolues, hein. Le tabac et SLA, quand on regarde l'association, l'association donc a été prouvée
c'est probablement le seul facteur qui a été reproduit de manière assez constante dans les études. Et même, il y a un effet sur la mortalité. Si on prend les femmes qui ont fumé, eh bien, on a une différence par rapport aux femmes qui n'ont pas fumé. Et on n'observe pas cet effet sur la mortalité pour les hommes. On voit que les deux lignes pour les hommes se croisent. C'est un facteur de risque. Voilà. Exposition aux pesticides et SLA. On sait qu'il y a une augmentation du risque de SLA chez les agriculteurs. Donc potentiellement, si on prend le travail agricole, ça fait deux facteurs de risque différents, l'exposition aux pesticides ou bien le travail agricole lui-même. Donc si on regarde les études qui ont été publiées sur SLA et travail agricole, il y a 4 études cas témoins qui ont été positives. Donc il semblerait que le travail agricole soit un facteur de risque de la maladie. Si on regarde les SLA et pesticides, on a 2 études positives et 2 études négatives. Donc difficile de conclure. Donc vous voyez, si on regarde le travail dans l'agriculture, il y a 4 études positives qui sont sorties. Il y avait 2 études mais qui, je pense, étaient quand même entachées un peu de biais. Et si on regarde l'exposition aux pesticides, on voit qu'on a 2 études où on a une association et 2 études où on n'en a pas. Donc difficile de conclure par rapport au rôle des pesticides. En tous les cas, ce qu'on sait, c'est que chez les patients SLA, on a, alors bon, évidemment, nous on a un biais, si on est en plein Paris, je pense qu'on n'observera pas ça, mais il y a une surreprésentation des agriculteurs et des militaires. Si on regarde l'utilisation des statines, vous savez, c'est les médicaments qu'on donne pour le cholestérol, et ça a été impliqué à un moment en disant mais les statines sont hyper dangereuses dans la maladie. On sait que dans les effets indésirables, ça peut donner des crampes musculaires, ça peut faire augmenter les enzymes musculaires. Et donc l'OMS avait rapporté 43 cas de 172 cas, c'est-à-dire le quart, qui sembleraient liés à l'utilisation de statines, ce qui fait que par rapport au nombre de cas attendus, on avait 3,3 fois plus que ce qu'on attendait. Donc on était passé en fin de compte d'un ratio de 1,6 à 8,5. Alors ça, c'est l'évidence qu'il faut être prudent dans l'interprétation des résultats, et parfois c'est les leçons du temps qui donnent aussi la réponse. C'est que la prévalence de l'utilisation des statines chez les sujets âgés de plus de 60 ans a augmenté de 10 fois depuis 1991. Et depuis cette date, on n'a absolument pas observé de modification de l'incidence de la maladie. Donc on ne dit pas que l'association est totalement nulle, mais en tous les cas, elle est très probablement pas causale, parce que vu le nombre de gens sous statine, on aurait dû observer le même ordre de grandeur de modification de l'incidence, qui n'a pas été le cas. Alors dans les leçons aussi, donc c'est les vétérans américains et la guerre du Golfe. Donc ils ont Horner a comparé, a regardé
au niveau des centres des vétérans, vous savez, c'est très bien colligé au niveau États-Unis, tous les vétérans. Et ils ont comparé l'incidence de la SLA dans 2 groupes entre 91 et 2001. Ils ont comparé l'incidence de la SLA pour les militaires qui étaient déployés dans le Golfe Persique, voilà. Et puis c'était 700 000 militaires. Ils les ont comparés aux 1,8 million de militaires qui étaient restés donc aux États-Unis, qui font partie aussi de l'armée. Dans le premier groupe des 700 000, ils ont observé 48 cas. Et dans le groupe d'1,8 million, ils ont observé 76 cas. Et donc, ça fait un nombre de cas, parce que si on multiplie par 2, ça fait 96. Donc, vous voyez qu'on est à un nombre de cas observés qui est supérieur au nombre de cas attendus. Et donc ça a créé, ça fait du bruit aux États-Unis parce que évidemment il y a un certain nombre de militaires américains qui demandent que ça soit considéré comme une maladie professionnelle. Ce qu'ils ont obtenu d'ailleurs pour les agriculteurs, hein. Chez les agriculteurs, ça a été reconnu comme maladie professionnelle, pas en France. Hein. Et donc ils ont, vous savez qu'il y a bon, enfin je ne peux pas tout exposer, mais dans l'hypothèse de l'île de Guam, on est arrivé à l'idée qu'il y a peut-être une neurotoxine qui joue un rôle. Cette neurotoxine, on pensait avoir trouvé sa source puisque la population chamorro de l'île de Guam consomme des cycas, qui sont des espèces de plantes qui permettent de faire de la farine, qu'ils utilisent à la fois en médecine, mais aussi dans l'alimentation. Et ça a été mis en évidence qu'il y avait une neurotoxine glutamatergique qu'on appelle le BMA, qui est un analogue du récepteur NMDA. Et on sait que c'est contenu dans ces cycas. Sauf que quand on regarde la composition des cycas et le contenu en BMA des cycas, il aurait fallu en manger des caisses entières par jour. Du coup, ils avaient un peu abandonné cette hypothèse dans les années 80. Et puis après, en étudiant les comportements, ils se sont rendus compte qu'ils mangeaient aussi des chauves-souris, que les chauves-souris mangeaient les cycas, et que la chair des chauves-souris concentrait la concentration beaucoup plus importante déjà de BMA. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a un phénomène de biomagnification et qu'il y a une concentration, en fin de compte, de la neurotoxine qui est possible. Et donc l'hypothèse du BMA a été relancée. Alors après, on s'est dit, mais pour que ça soit compatible avec le reste du monde, c'est vrai qu'en France, on ne mange pas de chauve-souris, on ne mange pas de cycas, enfin, ni dans le reste de l'Europe. Mais il y a des gens qui disent, oui, mais il y a un certain nombre de production qui peut être fait par les cyanobactéries. Et les cyanobactéries sont ubiquitaires au niveau du monde et qu'il y a un certain nombre de plans d'eau qui contiennent des cyanobactéries et qui sont éventuellement producteurs de BMA. Donc il y a un certain nombre de projets et nous on coordonne un projet au niveau français qui est en utilisant les méthodes de géoépidémiologie, donc en plaçant tous les cas incidents sur une carte. On a étudié voir s'il y avait des agrégats. On a fait des questionnaires chez les patients atteints de SLA. On a interrogé des témoins, des gens qui habitent dans la même zone. Et puis on fait des prélèvements pour voir si potentiellement les gens pourraient être éventuellement exposés à une source de BMA et essayer de voir si on trouve une association entre une possible exposition à cette neurotoxine
et le fait qu'on a des cas de SLA dans des agrégats, dans des zones un petit peu spécifiques. Donc c'est en cours, ça sera fini l'année prochaine. Et la même hypothèse à porter parce qu'ils ont retrouvé au niveau des fossiles et je ne sais plus comment ils appellent ça, même dans la poussière du désert, ils ont retrouvé ces cyanobactéries avec le BMA. Et comme ils nettoient en permanence les camions et qui sont dans la poussière, il y a une hypothèse qu'il y ait un possible lien entre une exposition au BMA produit par des cyanobactéries, même dans le désert, et le fait de développer la maladie. Mais vous voyez, c'est une hypothèse de travail. Mais il y a des... il y a des dosages qui ont été faits et ils retrouvent des pics de BMA qui sont pas nuls. Voilà, donc c'est l'hypothèse du BMA pour expliquer que la production de BMA libre peut être liée à des protéines et se retrouver dans la chair des chauves-souris, mais également au niveau des racines des arbres qui produisent les cycas. Alors après, l'épidémiologie génétique, c'est la dernière partie. Donc pour étudier le rôle de l'épidémiologie génétique, on peut faire les études de jumeaux. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut comparer par exemple chez les jumeaux monozygotes et les jumeaux dizygotes, c'est-à-dire les vrais et les faux jumeaux. Et on peut regarder si chez les vrais et les faux jumeaux, l'incidence de la maladie est pareille. Bon, ça pose un peu un souci parce que l'incidence de la SLA est quand même faible, 2 pour 100 000. Et l'incidence des jumeaux, elle est de 2%, de moins de 2%. Donc c'est quand même un peu compliqué de faire des études de concordance entre des jumeaux monozygotes et dizygotes. C'est possible dans d'autres maladies. Pardon. Après, on peut faire des études d'agrégation familiale, c'est-à-dire d'étudier le risque de développer la maladie dans une famille par rapport à des contrôles. Et on peut même regarder, est-ce que le fait de développer par exemple la SLA, est-ce que ça peut être associé aussi à un risque plus important de développer dans la même famille une autre maladie dégénérative, comme le Parkinson ou l'Alzheimer. Et ça, si on a ça, ça pourrait peut-être faire penser qu'il y a un facteur de susceptibilité génétique commun aux trois maladies et qui pourrait éventuellement participer et être un facteur de risque, de susceptibilité qui soit commun. Et il y a une étude qui a étudié le risque de Parkinson et de démence sur 151 cas, donc 7 cas de SLA familiale, et on avait un risque relatif de maladie d'Alzheimer, vous voyez, qui était supérieur à 1, qui était à 1,9, et de Parkinson 1,8. Et donc, ça veut dire que même quand on étudie le risque d'agrégation familiale, qu'on prend un cas de SLA et qu'on regarde dans sa famille si on a observé d'autres maladies dégénératives, eh bien dans la SLA, le risque est plus important que dans une famille où il n'y a pas de cas de SLA. Donc ça veut dire que peut-être qu'il y a un facteur de susceptibilité génétique qui est commun à ces trois maladies. Alors les facteurs de susceptibilité génétique, il y en a un certain nombre qui ont été retrouvés, comme l'ataxine 2, et on sait que l'augmentation du nombre de répétitions entre 29 et 33 est un facteur de risque de SLA, et ça suggère un rôle possible de l'ataxine dans la pathogénie de la maladie. On sait que l'ataxine, lorsqu'on est à plus de 34 répétitions et qu'on a une agrégation qui se fait au niveau du cervelet et du tronc cérébral, eh bien on va observer soit des cas d'atrophie, d'atteinte spinocérébelleuse, c'est-à-dire une atteinte du cervelet, ou bien Parkinson. Et quand par contre le nombre de répétitions est inférieur à 34, mais compris entre 27 et 33, eh bien c'est un facteur de risque de développer la maladie SLA. Donc vous voyez que pour un même gène,
en fonction de l'atteinte génétique, vous pouvez observer un phénotype et une maladie totalement différentes. Pour SMN1 et SMN2, on sait que le nombre anormal de copies de SMN1 est un facteur de susceptibilité pour la forme sporadique de SLA et que par contre la présence de délétion n'est pas un facteur de susceptibilité. Alors, c'est intéressant, en même temps on peut le comparer, les Suédois ont essayé de regarder ça et voir si ce facteur de susceptibilité est retrouvé dans la population suédoise, ils ne l'ont pas retrouvé. Ce qui prouve que génétiquement, on n'est pas constitué pareil en France et en Suède. Et que les ancêtres, nos ancêtres ne sont pas les mêmes. Alors, il y a un nouveau gène, vous avez entendu le C9ORF72. Donc, en 2011, il y a 2 papiers qui ont identifié dans des formes familiales de SLA et de maladies frontales un nouveau gène localisé sur le chromosome 9. C'est une répétition également de base. Et on sait que la normale, c'est inférieur à 24 et ça devient pathologique supérieur à 30. Et on sait que c'est un facteur qui est impliqué dans des formes familiales. Mais on a regardé de façon un peu étonnante dans la population dite sporadique, c'est-à-dire qu'on interroge un patient, on lui dit, ben voilà, bon, on fait le diagnostic de SLA, mais est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui l'a eu ? Les gens, ils vous disent non. Mais réfléchissez bien, est-ce que vous avez des oncles, des tantes, des cousins, même éloignés qui... Bon, ils vous disent non. Donc on considère que c'est sporadique, c'est-à-dire on n'est pas dans un cas familial. Et bien quand vous regardez dans la population finlandaise et que vous testez de manière systématique 100 patients atteints de SLA sporadique, ben, il y en a 21 qui ont la mutation C9. Et vous voyez que c'est quand même très particulier en Finlande, mais que le nombre de cas mutés, même dans les autres pays, n'est pas 0, puisqu'on observe entre 4 et 5% de formes dites sporadiques qui sont mutées C9. Et nous, on l'a fait en France, on est autour des 4%. Mais on est loin des 20% des Finlandais. Donc il y a probablement un gène ancestral finlandais avec une population des ancêtres qui viennent du nord de l'Europe, où là, en tous les cas, la prévalence de cette mutation est très forte. Il y a d'autres facteurs de susceptibilité. Il y a un gène qu'on appelle l'ubiquiline. Mais bon, ça paraît en tous les cas peut-être intéressant dans des formes très jeunes ou des formes qui sont liées à des troubles cognitifs. Nous, on a fait une étude avec Stéphanie Milcan à la Salpêtrière où on a comparé 230 patients atteints de formes familiales et 240 formes sporadiques et on n'a trouvé qu'une seule mutation. Donc les mutations ubiquiline 2 sont très rares dans la population française et on ne le retient pas comme facteur de susceptibilité génétique. Bon voilà, c'est juste quelques éléments. Voilà. Non mais oui, mais parce qu'on peut parler de ça. Non mais j'ai essayé de limiter, voilà. Est-ce que vous voulez poser des questions ? Est-ce que l'incidence est plus augmentée en Finlande, du coup ? Non. Non, elle est. Alors ils n'ont pas de registre, mais elle est pas. Non, elle est pas. Elle est comparable. Elle est comparable au reste de l'Europe, ouais. Non, c'est probablement la structure génétique qui est différente.
Bah, par exemple, dans les mutations SOD1, la D90A, qui est une des mutations, il y a plus de 130 mutations différentes qui ont été décrites dans la maladie. Il y a une des mutations qu'on appelle la D90A, qui a été décrite de manière princeps dans le nord de l'Europe, et qu'on a retrouvée dans le sud de la France, près de Montpellier, et les ancêtres sont des ancêtres du nord de l'Europe. Et cette mutation est très fréquente en Suède et très très rare par contre chez nous, et plus on descend dans le sud de l'Europe et moins on la trouve. Oui. Vous avez évoqué là, tout à l'heure, pour finalement l'abandonner, semble-t-il, le rôle des statines avec les effets de rapamyolyse qui sont bien connus. Ça me faisait penser, est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, avec l'école de Strasbourg, pensé que le primum movens de la SLA était peut-être une anomalie de la myofibrile ou de la plaque motrice et qui, par voie rétrograde, induirait la dégénérescence du motoneurone? Oui, oui, mais il y a des gens, même l'équipe de la Salpé Trière a travaillé là-dessus. Le principe de l'anticorps monoclonal anti-Nogoa, qui est actuellement un essai thérapeutique, c'est aussi basé sur cette hypothèse. Je pense qu'on limite l'utilisation des statines dans un souci de prudence. Mais l'argument scientifique, on ne l'a pas. Voilà. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si véritablement le rôle des statines était si important que ça, et c'était vraiment un facteur de risque important, on aurait dû observer une multiplication par 2 ou par 3 du nombre de cas en 15 ans, quoi. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que, association d'idées, est-ce qu'on a avancé dans l'hypothèse que le primum movens pourrait être une anomalie de la myofibrile, de la statine bien sûr, ou de la plaque motrice, et par voie rétrograde, Oui, sauf qu'on n'explique pas l'atteinte du premier motoneurone, c'est-à-dire le neurone pyramidal, et qu'on sait qu'il y a des formes qui sont au départ très spastiques, avec des atteintes très prédominantes. Voilà. Donc, pour l'instant, il y a encore des inconnus. Hein. Ouais. On parle pas mal, on parle pas mal au niveau de la rumeur de cyanobactéries. Oui. Vous avez donc cité la BMA, qui est donc une toxine. Oui. Donc une molécule chimique relativement bien identifiée. Oui, une cyanotoxine, oui. Est-ce que, puisqu'on la connaît, est-ce qu'on a pu faire des essais sur l'animal pour voir si elle induisait ou pas la SLA? Ah oui, ça, ces travaux-là ont été réalisés même chez le singe dès les années 80. On produit une dégénérescence des motoneurones. Mais on sait que c'est un analogue du glutamate, et on sait que dans des concentrations suffisamment élevées, le BMA est neurotoxique. Ça, on le sait. Le problème, c'est que, c'est quand même... Bon, c'est toujours... les expérimentations sont toujours des raccourcis dans le temps. C'est-à-dire que qu'on intoxique un singe, on lui balance des doses de neurotoxines qui sont probablement pas la quantité qu'un homme a ingéré pendant des années. Et l'idée qu'on a derrière, mais alors bon, peut-être qu'elle est fausse, c'est que quelqu'un qui a un facteur de prédisposition génétique qui fait qu'il a une espèce de fragilité par rapport à certaines composantes du métabolisme qui se trouvent exposées, par exemple, à une neurotoxine pendant un temps prolongé, peut développer une maladie du motoneurone.
Ouais. Ben, c'est le problème des études cas témoins. Et les gens qui font de l'épidémiologie disent que c'est difficile de faire une vraie étude cas témoin. Et c'est pas tellement les cas qui posent problème, c'est quel témoin on choisit. Et quand vous allez prendre, par exemple, vous allez vous dire, bah tiens, je vais étudier le rôle de l'incidence, enfin l'association entre une certaine exposition à un solvant, parce qu'on sait qu'on l'utilise dans une usine, et puis regardez le risque de la maladie. Donc, vous allez peut-être monter une étude cas témoin, mais vous allez la mener sur combien d'années ? Combien d'années d'exposition ? Quel témoin vous allez prendre ? Et c'est à chaque fois quand vous regardez les études, il y a des biais. Il y a des biais qui sont inhérents à l'étude elle-même, ce qui fait que même les études cas témoins, bah, vous avez des fois des résultats différents. Et avec les pesticides, il y a 2 études qui ont été positives et 2 études négatives. Donc on n'a pas pour l'instant la réponse. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, on a l'impression qu'il y a une surreprésentation chez les agriculteurs, il y a une surreprésentation de la maladie chez les militaires, et que pour la pratique du sport, moi je pense qu'il y a un certain phénotype et une certaine sous-classe de patients qui ont une ESLA qui sont des addicts du sport. Mais c'est un sous-type et c'est pas tous. Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui, ben on se pose ces questions. Est-ce que c'est le rôle, voilà, un facteur externe? Est-ce que c'est l'activité physique? Voilà. Vous avez évoqué à nouveau il y a quelques minutes les glutamates, acide glutamique. Je crois que le ribuzol est basé là-dessus. Oui, oui. Acide glutamique, antiglutamate. Dans le sens circulant, est-ce qu'il y a des taux anormaux? Non. Non, non. C'est plutôt une susceptibilité Oui, oui. normale du moteur. Oui, oui, bien sûr. À un taux normal d'acide glutamique. Oui, oui. Oui, oui. Le ribuzol part de là. Oui, oui, c'est parti de ces hypothèses-là. Alors par contre, dans le LCR, on a quand même des taux d'acides aminés excitateurs qui sont en moyenne plus élevés que dans les sujets voilà, qui n'ont pas la... Oui, dans le LCR, ouais. Eh ben, oui. Oui, mais c'est quand même une maladie qui est quand même essentiellement motrice, quand même. Hein. Je veux dire, les autres cellules dégénèrent pas. Voilà. Je pose encore une autre question qui m'a toujours beaucoup interpellé. Pourquoi les motoneurones dégénèrent et non pas les neurones sensitifs? C'est quand même les neurones. Oui, oui. Bah, il y a des hypothèses. Hein. Les cellules motrices sont probablement celles qui requièrent le plus d'énergie. Et donc, on pense que c'est les cellules qui, lorsqu'il y a un défaut métabolique, sont les plus susceptibles à dégénérer. Voilà. Ouais. 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 Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Si vous aviez été à la place du pauvre médecin expert qui a été expliqué à la population d'Isère que c'était tout à fait normal chez eux. Non, alors après... Bah, après, voilà, c'est vrai que les cas, bon voilà, c'est l'agrégat que nous on a trouvé, voilà, à Limoges, et nous on a la même chose, hein, sauf que nous on n'en a pas du tout parlé. Et le problème, c'est qu'il y en a un qui est en médecine du travail, il a commencé à aller sur place, à interroger, faire des prélèvements d'eau, enfin il a remué un peu le truc, quoi. Et donc, il y a un moment, il a dit, oui, il y a 6 cas dans le village. Voilà. Et là, ça a commencé. Et puis, voilà. Puis après, il y a un journaliste qui est commencé à venir interroger.
Et après, il n'avait pas plus d'explications en disant, sauf que j'ai un nombre de cas observés qui est supérieur au nombre de cas attendus, mais je n'ai pas l'explication, quoi. Parce qu'après, les gens, ils se disaient, mais merde, est-ce que c'est dangereux d'habiter à Saint-Imier? Ben oui. Oui. Et je voulais revenir sur votre exposé tout à l'heure sur la thérapeutique. Vous avez évoqué, comme vous avez évoqué les cellules souches, vous n'avez pas parlé des résultats de l'équipe israélienne. Est-ce qu'ils ont publié finalement leur cohorte ou pas, les résultats de leur cohorte? Alors, ce qu'il leur est demandé, c'est en fin de compte les études prospectives, c'est-à-dire que, voilà. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que l'équipe américaine de Merit Kutkovich, a priori, fait venir et fait fusionner sur ce programme de recherche le projet avec les Israéliens. Parce qu'ils avaient annoncé Oui, oui. Moi, j'ai pas vu leur papier là. Pour l'instant, j'ai pas vu. Voilà. Mais bon, ça paraît quand même une équipe solide. Voilà, c'est pas. Ils font pas ça pour l'argent, hein, je veux dire. Voilà. Non, non. Pour l'instant, là, c'est le papier que je vous ai montré qui est le plus probant, où on sait que c'est faisable. Enfin, bon, vous voyez que c'est quand même pas. Enfin, c'est quand même une intervention. Il faut faire la léminectomie, faire les injections. Enfin, bon, c'est pas rien, quoi. S'il y avait la possibilité de le faire en France, il y a des équipes qui seraient prêtes à partir. Ah bah oui. Enfin, c'est surtout qu'il y a les scientifiques qui sont là pour, et puis les équipes de neurochirurgiens qui le feraient. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une pétition qui est Oui, je sais bien. Ouais, ouais, ouais. Bah voilà, nous on a une position qui est peut-être un peu dogmatique. Faut quand même qu'on se méfie parce que si on se fait évincer de tous ces champs de recherche, voilà. Mais pour l'instant, on peut pas, quoi. Oui. Est-ce qu'il va y avoir des études sur la nouvelle population entrante, les présymptomatiques? Alors ça, c'est une réflexion qu'on a actuellement, en sachant que le risque de pénétrance, c'est pas complètement de 100%. Donc c'est pas comme dans le Huntington, hein, où là, bon, ça nous pose moins de soucis. Alors chez les présymptomatiques, c'est expliqué peut-être aux autres, vous avez un cas de SLA familial et vous apprenez que votre ascendant est muté sur le chromosome 9 et du coup se pose la question pour la descendance, éventuellement qui veut avoir des enfants et qui dit moi j'aimerais bien connaître mon statut génétique avant de faire des enfants voilà. Alors jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne pouvait pas le faire. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de réfléchir à la salpêtrière. L'équipe d'Alexis Brice avec Alexandra Dur réfléchit à ça, en sachant que pour l'instant, on le fait qu'au cas par cas. Dans le Huntington, ce que je veux dire, c'est quand vous donnez la réponse, vous savez que les gens, s'ils ont l'anomalie génétique, ils vont développer absolument la maladie. Dans la mutation C9, le problème, c'est que c'est un nombre d'expansion aussi, mais qu'il y a une zone frontière pour laquelle on n'est pas capable de savoir. C'est-à-dire, on pensait qu'inférieur à 24, c'était pathologique, c'était normal, et supérieur à 30, c'était pathologique. Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de patients pour lesquels on a la réponse mutée à 26 ou 27 amplifications. Et là, on ne sait pas. Et donc, ça nous pose un peu souci, parce que le problème, c'est qu'une fois que vous avez fait le prélèvement, vous devez rendre un résultat. Et rendre un résultat en disant aux gens, vous êtes mutés, mais vous êtes à 26 amplifications, et on ne sait pas si vous allez développer la maladie, c'est un peu compliqué sur le plan psychologique à porter. Déjà, c'est compliqué à porter le fait de savoir qu'on a une possible mutation.
Voilà, il y a quand même encore des choses qui manquent dans les mutations C9, mais c'est vrai que vu la fréquence, on serait plutôt enclin à essayer de mettre en place une consultation présymptomatique.